qu'est-ce que ça signifie quand vous dites que vous voudriez inciter les psychanalystes à se dévoiler? Euh, déjà, déjà, je voudrais apporter une précision. Je fais cette invitation aux nouveaux psychanalystes et tout particulièrement à celles et ceux qui ont choisi un cursus court et une analyse personnelle tout aussi courte. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je me suis suffisamment exprimé sur ce point. Bon, donc une invitation à se dévoiler, ça signifie très clairement que l'on ne peut pas, en l'espace de 50 ou même une centaine de séances d'analyse, se dévoiler à soi-même ce qui doit impérativement l'être et qui, en l'absence de dévoilement, va forcément influer sur l'accompagnement des patients. Alors, en pensant à se dévoiler, on pense évidemment à la façon dont Freud a eu le courage de le faire, d'éclairer ses intuitions, de partager ses résultats en racontant ses propres rêves, en ouvrant une part de son intimité à ses lecteurs. Quitte, comme chacun le sait, à prêter le flanc aux critiques et aux attaques souvent virulentes. Alors, qu'on soit bien clair, hein, je ne demande pas forcément aux analystes d'en faire autant, quoique c'est bien ce qui doit se passer au cours d'une analyse, et encore au cours d'une supervision. En fait, là où j'entends souvent un manque, et justement lors des supervisions, c'est principalement sur deux sujets. D'abord celui du désir d'être analyste, et puis aussi le sujet de la méthode analytique. Donc, il s'agirait de travailler ce qui n'a pas pu l'être au cours de leur analyse personnelle, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire éclairer leur choix quant à la façon qu'ils ont d'occuper finalement le fauteuil et de travailler avec les patients. Alors, on peut très bien, dès le début d'une analyse, exprimer quelque chose sur le sujet du désir qui nous pousse à devenir analyste. Mais ça ne signifie pas qu'on est allé jusqu'au bout, jusqu'au fond du sujet. Si vous voulez, on a parlé de l'arbre en lisière de forêt, mais on n'est pas entré dans la forêt. Autrement dit, on demeure à un certain stade, hein, une certaine limite de l'élaboration. Ce qui fait dire d'ailleurs qu'un analyste ne peut accompagner un patient au-delà de la limite à laquelle il s'est lui-même arrêté. Vous évoquiez tout à l'heure deux sujets, celui du désir et celui de la méthode. Oui, vous savez que la méthode est méchamment bousculée un peu partout, y compris à l'université, qui a de plus en plus tendance à lui préférer des approches, comment dire, à l'image de notre société, c'est-à-dire des approches plus normatives, plus en harmonie avec un credo ultralibéral qui est attaché à l'évaluation, à la performance. Alors, bon, que le sujet même de la méthode en psychanalyse fasse débat, c'est normal, et je dirais même tant mieux, c'est même heureux. Est-ce qu'on ne dit pas d'une voix à peu près égale dans le milieu que chaque nouvel analyste recrée la psychanalyse? Ceci dit, il ne faudrait pas exagérer tout de même cette affirmation. Freud lui-même s'est bien efforcé de rédiger une synthèse de la méthode, que ce soit à travers la technique analytique, à travers les constructions dans l'analyse, ou même l'abrégé de psychanalyse. Mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi et d'inventer une nouvelle méthode chaque matin. Voilà. Donc, il y a un rail au-delà duquel on ne pourrait pas prendre trop de liberté, c'est ça? C'est ça. Le rail que vous évoquez et que doit suivre chaque analyste, c'est déjà l'importance vitale pour la psychanalyse, l'importance que nous attribuons à l'émancipation de l'analyse du champ médical.
et principalement du champ de la psychiatrie. Jean Clavreul l'a écrit avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur dans l'ordre médical en 86, et Claude Nachin également lui a emboîté le pas, si on peut dire, avec sa méthode psychanalytique. Là, c'était en 2004. Mais attention, quand j'évoque le rail freudien, je ne veux surtout pas faire preuve d'une fidélité outrancière à une espèce de doxa. Beaucoup de disciples ont su s'écarter du père pour creuser leur propre sillon. On peut citer Ferenczi, on peut citer Otto Rank et bien d'autres qui ne cherchaient pas forcément à valider les acquis théoriques et qui nous invitent, nous aussi, à faire en quelque sorte un petit pas de côté et à entendre autrement ce qu'il y a à entendre, à inventer, à bousculer, mais tout en ne quittant jamais la boussole de l'éthique. Quelle voie emprunterait cette émancipation? Eh bien, parmi ces voies, il y a le refus de tout amarrage ou de toute référence même au vocabulaire et aux étiquettes prônées par le DSM. Voilà. Par exemple, et il faudrait admettre la chose comme une évidence, nous ne traitons pas des symptômes, nous ne traitons pas des troubles, nous accompagnons des sujets singuliers. Point. Ensuite, émancipation encore, en demeurant fidèle à l'enseignement freudien qui consiste à faire taire nos connaissances théoriques et à rester ouvert à l'inattendu, à rester ouvert au plus surprenant qui soit. Émancipation toujours, en nous détachant de ce vers quoi voudrait nous orienter la société, à savoir des modèles adaptatifs, des moules dans lesquels contraindre les individus. Alors, comprenez bien que pour ne pas aller dans ce sens avec les patients, l'analyste doit quand même être au moins un peu conscient, comme l'écrivait Lucien Israël, conscient du fait que ce choix servirait finalement les intérêts de ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, de consommateurs et de chair à canon. Et puis, je dirais, émancipation enfin, en osant accompagner les patients vers l'inconnu, les accompagner vers le plus révolutionnaire de l'aventure analytique, à condition évidemment que nous ayons pu nous-mêmes être accompagnés jusqu'à cette ouverture. Mais alors, quelle est la méthode? Dans votre question, j'entends cette autre question qui est si souvent posée en supervision. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme si le candidat demandait comment marcher. La méthode, c'est de conserver les acquis théoriques en tâche de fond. C'est de ne rien présupposer, de ne rien construire en préfabriqué, de ne rien ériger en système. La méthode, c'est de privilégier un accueil complètement ouvert, mais ouvert à tous les vents, même les plus déstabilisants qui soient. La méthode, c'est d'écouter d'abord battre le cœur de la psychanalyse. Et son cœur, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert et le contre-transfert. C'est le fil primaire dont finalement est tissée toute la relation, depuis ses prémices jusqu'à la résolution terminale. Je dirais que la méthode, c'est de rester analyste, c'est-à-dire jamais figé, jamais moulé dans son fauteuil, mais plutôt funambule, vous voyez, marcheur sur la crête. C'est une position qui ne peut pas tromper et qui démasque rapidement celles et ceux qui ont besoin d'être encore encordés, alors même qu'ils prétendent accompagner les patients sur des chemins difficiles. Et je pense qu'on ne peut pas jouer à l'analyste. On ne peut pas faire semblant sans risque de voir chuter un patient qui aurait cru à une façade et qui nous aurait confié sa vie.
le répète souvent, souvenez-vous de cette phrase d'André Green, hein, c'est la vie des gens que nous avons entre les mains. Alors, si on n'est pas au clair avec cette évidence, il faut quitter le fauteuil et continuer à travailler avant de s'y poser à nouveau, et j'ajouterai de s'y poser, mais jamais trop confortablement.